Bonjour tout le monde, correction du TP7, les mécanismes de l'évolution, activité 1, dérive génétique et évolution des populations. Alors pour cette vidéo comme pour les autres que je pourrais vous faire, bien évidemment, vous pouvez mettre en pause à tout moment, réécouter, revoir ce que je vous explique avant de me poser des questions via Classroom. N'hésitez pas à revisionner la vidéo plusieurs fois si nécessaire. Alors, dans cette activité, on s'intéresse à une population humaine, les utérites, dont on nous dit qu'ils forment un petit groupe d'êtres humains constitué de 15 familles au départ, qui ont quitté l'Europe pour s'installer dans ce qu'on appelle le Nouveau Monde, c'est-à-dire les États-Unis et le Canada, fin 19e siècle, c'est-à-dire il y a 3 ou 4 générations. On s'intéresse au sein de cette population humaine à un gène, le gène HLA-A, et à 3 de ces allèles. Je vous rappelle que les allèles sont les versions possibles du gène. Donc l'allèle A10, A11 ou A28 représentés par les barres de couleur sur le graphique qui se trouve en dessous. On voit que chez les utérites, et bien finalement pour le gène HLA-A, eh bien il n'existe qu'une seule version du gène, l'allèle A10. Alors que ailleurs dans le monde, si on prend comme référence les populations de la France, de la Suisse et des États-Unis, eh bien on voit que ces les trois allèles étudiés, eh bien, sont présents. L'allèle A10 à 11, les allèles A10 à 11 à peu près en même proportion à chaque fois, l'allèle A28 un peu moins, mais bon, finalement, si vous regardez les fréquences, ici on n'est quand même pas très loin. Alors que chez les utérites, donc, que l'allèle A10. Alors je vous disais, ces trois allèles sont trois allèles parmi d'autres, ce qui explique que bien qu'il n'y ait ici que l'allèle A10, la fréquence n'est pas de 100%. C'est normal. Première étape de la démarche, je vous demandais de proposer une hypothèse sur l'évolution des allèles au sein d'une population. Comme hypothèse, vous avez pu en faire de deux types. Première hypothèse, la fréquence allélique varie. Deuxième hypothèse, la fréquence allélique ne varie pas. Pardon, j'ai un petit chat dans la gorge, je suis pas malade, c'est juste rhume des foins. Alors pour modéliser l'évolution allélique, eh bien on s'intéresse à un logiciel, le logiciel Dérive génétique que je vous avais mis sur le site. Alors, comment fonctionne ce logiciel de simulation? Alors, je vous avais demandé de paramétrer 16 boules et 3 couleurs. J'affiche déjà ça et je vous explique à quoi ça correspond. On est ici sur une simplification extrême des dynamiques génétiques dans une population pour comprendre ce qui se passe. C'est-à-dire que de façon tout à fait théorique, eh bien, on considère une espèce, l'espèce boule, qui n'aurait qu'un seul gène, le gène couleur, et comme on a paramétré 3 couleurs, ce gène dans cette population imaginaire ici existe en 3 versions, 3 allèles, vert foncé, vert clair et rouge. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de voir comment la fréquence de ces 3 allèles, de ces 3 couleurs, varie au fil des générations. Et pour ça, eh bien, on va tirer les individus de la génération suivante. Alors Nathan, arrêtez de rigoler chaque fois que je vais dire qu'on tire les boules. Mais on tire, voilà, alors on peut tirer une boule à la fois ou toutes les boules, ce qui permet d'avoir la population de 16 individus directement. Donc on voit déjà quoi? Qu'entre la génération initiale, qu'on peut appeler la génération 0, et la génération numéro 1, eh bien, il y a une différence de fréquence. Alors on va faire la génération suivante, donc un individu, un deuxième individu, etc. Bon, on va tout faire d'un coup, ça sera quand même beaucoup plus simple. Et puis on continue. Et puis au fur et à mesure qu'on avance, on voit sur le graphique de droite, eh bien, la variation des fréquences alléliques pour les 3 couleurs. On continue. On peut continuer aussi longtemps qu'on veut, le logiciel ne se fatigue pas. Allez, hop, j'accélère un petit peu pour voir ce qui va se passer. Donc on voit les fréquences alléliques, regardez aussi la courbe à droite, la fréquence allélique varie. Et tiens, voilà ce qui se passe. Les fréquences alléliques varient tellement que, pour notre exemple ici, à la 13e génération, l'allèle rouge a disparu. Il n'y a donc plus que 2 allèles dans cette population. Continuons, génération suivante. Alors, vous voyez ici à droite, eh bien, les courbes qui continuent d'évoluer. Alors, vous pouvez le faire chez vous. Vous avez probablement obtenu des résultats différents. Alors, là, on a,
Voilà, quelque chose qui varie. Vous voyez que ça peut s'inverser assez vite, en quelques générations. L'allèle majoritaire s'inverse. Et voilà, pour cet exemple-ci, au bout de la 34e génération, la fréquence allélique a tellement varié qu'il ne reste plus qu'un seul allèle. Alors, je vous demandais dans l'étape 2, enfin l'étape 3 plus exactement, de présenter les résultats sous la forme d'un tableau. Alors un tableau qui peut ressembler à ça, par exemple, c'est-à-dire le nombre de générations nécessaires pour faire disparaître un allèle. Ça permet d'avoir une bonne idée de l'évolution de la fréquence allélique. Alors pour l'effectif de départ, puisqu'on a paramétré 3, il faut 0 génération, hein, c'est la génération de départ. Donc on s'intéresse ici à l'effectif de départ de 16. On a vu dans notre exemple que pour faire disparaître un allèle et n'en avoir plus que 2, eh bien 13 générations suffisent. Et puis là, alors j'ai oublié, je vais retourner voir, 34, voilà. 34 générations suffisent à faire disparaître le deuxième allèle et donc à n'en avoir plus qu'un. Voilà, vous pouvez faire une pause à ce moment-là hein, pour déjà enregistrer ce qu'on vient de faire sur cette première manipulation. Donc vous faites la pause aussi longtemps que vous voulez, vous réécoutez depuis le début si vous voulez, et ensuite j'enchaîne avec la deuxième manipulation. Alors la deuxième manipulation, eh bien finalement c'était la même chose, sauf que on partait d'une population plus grande de 100 individus. Toujours 3 couleurs, 3 allèles. Donc voilà la génération initiale ici qui est fournie par le logiciel. Comme tout à l'heure, eh bien, les individus de la génération suivante héritent aléatoirement d'un des allèles des parents. Alors on continue, on tire toutes les boules d'un coup, Nathan, taisez-vous, et on reproduit ça pour avoir les différentes générations. Première constatation, qu'est-ce qu'on peut voir? On voit sur le graphique à droite, et on va aller jusqu'à la génération numéro 13 qui correspond à la simulation précédente. On voit finalement que les fréquences alléliques varient peu au fil des générations. On voit que finalement la fréquence est assez stable. Alors on continue. J'accélère pour ne pas y passer non plus la journée. Même. Alors si ça vous saoule, vous mettez la vidéo en accéléré, vous allez voir plus loin. Hein. Ah tiens, voilà, génération 28, on a un allèle qui a disparu. Alors vous voyez que c'est quand même beaucoup plus long que pour l'autre stimulation. On continue. Bon, alors, on va peut-être pas aller jusqu'à la disparition du deuxième allèle. Allez, on va jusqu'à 50 pour faire un compte-rond. Et voilà. Vous voyez que les fréquences alléliques varient, hein, mais finalement beaucoup plus lentement que dans la population d'effectifs réduits. Alors, retournons voir le tableau. Hop. Alors, au départ, ici, on avait combien? Ça y est, je ne me souviens plus. On doit avoir 30, je crois. Et puis là, à plus de 50 générations, eh bien, on a déjà plus, on n'a pas encore fait disparaître le deuxième allèle. Donc il faudrait poursuivre la simulation beaucoup plus longtemps. Alors comment on interprète ce tableau et ses résultats? Alors évidemment, vous avez des résultats différents en fonction des simulations que vous avez pu faire. D'ailleurs, si vous êtes amusé à faire plusieurs simulations, plusieurs fois la même, vous avez vu qu'on n'a jamais les mêmes résultats. Mais par contre, les conclusions sont toujours à peu près les mêmes, à savoir que plus l'effectif de départ, plus la taille de la population, plus le nombre d'individus est petit, plus les fréquences alléliques varient de génération en génération. Et donc, moins la diversité allélique est stable. Ce qui fait que, eh bien, au bout d'un petit nombre de générations, eh bien, on voit tout de suite la disparition d'un allèle, et il faut relativement peu de générations pour qu'il n'en reste plus qu'un. A contrario, plus l'effectif est grand, plus le nombre d'individus est grand, plus il faut de générations avant qu'un allèle disparaisse. La fréquence allélique est plus stable. Alors en quoi ça nous permet de répondre à la question concernant les utérites? Eh bien, comme on le disait tout à l'heure en introduction, les utérites ils sont originaires de seulement 15 familles. Alors on ne connaît pas la composition allélique de départ, mais
c'est pas très grave, puisque finalement, 15 familles à l'échelle humaine, c'est rien du tout, c'est ridicule, c'est tout petit. Hein, si on compare à la population française, la population suisse ou la population états-unienne, eh bien 15 familles, c'est vraiment tout petit. Et donc on peut comprendre, on peut expliquer que la fréquence allélique dans ces 15 familles, en tout cas dans la population issue de ces 15 familles, eh bien varie très vite, la fréquence allélique n'est pas stable, et donc il est vraisemblable que même si au départ eh bien, il y avait une diversité allélique dans le groupe de départ, la fréquence allélique a tellement varié que les autres allèles ont disparu et qu'il n'en reste plus aujourd'hui qu'un. Voilà, vous pouvez bien sûr réécouter cette vidéo, regarder cette vidéo autant de fois que vous voulez avant de poser des questions. Alors, les questions, comme d'habitude, s'il vous plaît, vous les posez uniquement sur Classroom. N'envoyez pas de mail, parce que j'ai beaucoup de mails en ce moment, et il est fort probable que le vôtre se perde en route. Donc sur Classroom, comme ça on sait où ils sont. Et je vous propose la correction de l'activité 2 dans une autre vidéo.